Imaginez que Renault, le constructeur de Renault Twingo, va écraser littéralement la Formule 1. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons droit à Alpine qui représente la technologie à la française en Formule 1. Même si le moteur a 30 chevaux de moins et qu'en 2026, les Français se feront remplacer par des Allemands, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En 2005, c'est un poil différent car ce beau bébé derrière moi, il a littéralement écrasé la concurrence. Il n'y en avait pas. La concu quoi? On connaît pas. On en a parlé en long, en large et en travers, mais l'histoire de Renault en Formule 1, c'est une girouette. Ils sont venus, puis repartis, puis revenus, puis repartis, et puis après c'était Renault, mais officiellement ce n'est pas Renault, c'était un autre badge avec Mecachrome et Supertech, mais c'était quand même Renault. Et tout ce bordel va s'arrêter en 2001 où officiellement sur la liste d'engagés, on va voir Renault. Dans un premier temps avec Benetton et ensuite après nous aurons Renault. Voilà, Renault sera bien là, bien sur les appuis, on est solide. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est 2005. Alors bien évidemment, parlons de 2005. Déjà, ça se voit visuellement que les Formule 1 à l'époque étaient vraiment un poil différentes. Le halo, ça n'existe pas, le DRS non plus, connais pas, mais cependant, ça reste quand même une monoplace avec 4 roues. Même si par le passé, des écuries de Formule 1 ont fait des Formule 1 avec 6 roues, mais encore une fois, c'est un détail de l'histoire. Déjà, la première chose visuellement qui change comparé à aujourd'hui, ce sont tout simplement les pneus. Alors oui, ils ont déjà des pneus, ce qui est quand même pas mal. Pour autant, ce sont des pneus qui ne sont pas aussi lisses que mon crâne, ce sont des pneus qui ont des rainures. Dans les autres choses qui changent, il y a aussi le manufacturier de pneus. En gros, c'est celui qui va fournir les pneus. Aujourd'hui, en Formule 1, on a Pirelli qui fournit toutes les écuries de Formule 1. Que tu sois dernier ou premier, tu as exactement le même type de pneus. À l'époque, nous avons droit à la guerre entre Michelin et Bridgestone. Renault est équipé des pneus Michelin et Ferrari est équipé des pneus Bridgestone. Et là, vous commencez à comprendre que nous avons à la fois une guerre de monoplaces, de voitures, de pilotes, mais aussi de pneus. Mais par contre, nous avons droit à une règle un peu bizarre qui sera supprimée après, où les écuries ont interdiction de changer les pneus durant la course. Tu as droit de t'arrêter au stand, notamment pour faire les pleins d'essence. Mais tu ne peux pas changer de pneumatique, mis à part crevaison ou risque avéré, bien évidemment. Dans les autres choses qui changent, il y a aussi la fiabilité du moteur qui devra faire 2 week-ends de Grand Prix avant d'être pouvoir changer. Dites-vous quand même que c'est un sacré changement comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a droit à 4 moteurs pour toute une saison. 4 moteurs pour 24 Grands Prix. À l'époque, c'est un moteur pour 2 Grands Prix quand même. À l'époque, l'écologie, non, ils connaissent pas. Éco quoi? Économie peut-être? Ouais, économie peut-être. J'ai oublié un petit truc, mais vraiment pas grand-chose. La cylindrée quand même, c'est important pour littéralement t'arracher les organes. À l'heure actuelle, nous avons droit aux V6 turbo-hybrides qui font certes une belle symphonie, qui font certes un beau bruit, mais il n'y a rien d'enthousiasmant. À l'époque, c'est un poil différent, c'est un V10. Dedans, il y a quand même un V10 de 930 chevaux qui crie jusqu'à 19 250 tours minute. Ça t'arrache les oreilles. Non mais je suis sourd, j'entends plus rien, j'entends plus rien. Je suis peut-être sourd, mais je suis tombé amoureux. Je vais lui faire des enfants, je reviens. Viens par là toi. Avant de lui faire des enfants, ce qu'on veut savoir, c'est d'où part Renault en 2005. En 2004, ils ont réussi leur objectif en terminant 3e au championnat constructeur et en faisant une victoire. Les objectifs sont verts, pas comme le plan de 100 Grands Prix d'Alpine en 2022. Rappelez-vous, en 100 Grands Prix, on fera des victoires. Ouais, 100 Grands Prix, ouais. Les victoires aujourd'hui sont où, Alpine? Ah, il n'y en a pas. Mais si on se rappelle aussi de l'excellente saison de 2004, on se rappelle aussi les magouilles de contrat d'un certain Flavio Briatore. Il est toujours là, il me suit, c'est pas possible. Arrête de me suivre, s'il te plaît, merci. À ce moment-là, les essais privés sont légion. Grosso merdo, tu roules avant le Grand Prix et après le Grand Prix. Donc tu roules quasiment tout le temps. Celui qui s'occupait de faire ça chez Renault à l'époque, c'est Franck Montagny. Il est donc logique et normal que si un des pilotes titulaires se fait limoger en cours de saison, c'est Franck qui le remplace vu son énorme expérience. Et ben tout simplement non, car la logique en Formule 1, ça n'existe absolument pas. Demandez à tous les champions de Formule 2 qui sont champions, pour autant ils ne sont jamais montés dans une Formule 1 lors d'un Grand Prix. Par exemple, Drugovich, Théo Pourchaire, enfin bref, un plaisir, super, je suis super content quoi. Notre bon vieux Jarno Trulli s'est fait limoger par Flavio, car cela faisait plus de 5 courses qui ne marquaient pas 2 points. Et surtout, cela handicapait Renault dans la lutte au championnat constructeur. Et au passage, il s'est fait voler, déposer son podium dans le dernier tour de l'avant-dernier virage à Manicourt, à domicile. Et ça, pour Flavio, il n'a pas du tout accepté. Il avait littéralement envie d'insulter des mères. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Et devinez qui va le remplacer, c'est Jacques Villeneuve. Ouais, c'est logique. Non, mais c'est clairement logique. Alors il sera performant, il fera des top 10. Par contre, à l'époque, c'est seulement les 8 premiers qui marquent des points. Donc finalement, 0 point marqué. Rien. Super. Attendez 2 minutes, je vais chercher le respect pour Franck. Il est où? Le respect, il est où? Putain, je cherche à chaque fois le respect. Celui qui va être le pilote officiel pour 2005, ça va être Giancarlo Fisichella, qu'on a déjà vu dans l'épisode La faillite avec Force India. Bon allez, maintenant on parle de ce bébé, c'est parti, on y va. Dès le Grand Prix d'ouverture à 6h du matin, Renault frappe fort
avec la pole position de Fisichella. Vous l'avez pas vu en course? C'est normal, il était tellement rapide qu'on l'a pas vu. Il va s'envoler et offrant le premier succès de la R25. Le rookie Fernando Alonso, 20 ans plus tard, c'est toujours un rookie. C'est normal, c'est Alonso. De toute façon, Alonso, il ne vieillit jamais. Il effectue une superbe remontée pour terminer 3e et permettant de décrocher un double podium. Pendant ce temps, le septuple champion du monde dans sa Ferrari, non, ce n'est pas Lewis Hamilton, c'est Michael Schumacher, a fermé les portes rigoureusement sur Elfeld qui l'a percuté. Vous avez aimé la victoire de Fisichella au Grand Prix d'Australie? Eh ben c'est vachement très simple, car après il va avoir 3 abandons de suite. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. En Malaisie, il va s'accrocher avec Mark Webber qui lui a littéralement monté dessus. On peut le dire, oui, je suis un peu jaloux quoi. À Bahreïn, c'est le moteur qui a dit non, il avait pas envie, il avait la flemme. Et à Imola, il fera un magnifique petit bisou au mur, pendant que notre cher Fernando Alonso, lui, il va enchaîner avec 3 victoires d'affilée. Et pendant que notre cher Fisico aura droit à un mur en dessert, Alonso, lui, va nous livrer 13 tours d'anthologie. Le jeune prétendant va tenir la tête à un septuple champion du monde dans un final épique. La Ferrari est nettement plus rapide et harcèle la Renault sans relâche. Comme je suis un gros dégueulasse, on peut dire bien évidemment que la Ferrari lui lèche le diffuseur. Oui, c'est dégueulasse, ouais. Vous adorez les fiascos? Eh ben là, on va parler d'un fiasco où littéralement les pneus, ils explosaient. Avec le Grand Prix des USA 2005. Le Grand Prix des USA 2005 ne se passe pas à Las Vegas, ne se passe pas au Kota, qui n'existe pas encore, mais il va se passer à Indianapolis. Indianapolis fait partie des circuits mythiques comme Le Mans, Spa-Francorchamps ou encore Silverstone. Ce sont des circuits qui ont une histoire à raconter. Et Indianapolis, notamment avec une petite piste où tu roules à 370 km/h entre les murs. Le moindre pépin va littéralement t'envoyer dans le mur, comme Bourdais en 2007 qui a pris le mur de face. Mais comment il a fait pour survivre quand même? Le mec se prend un mur et le mec survit. En 2005, le circuit est resurfacé. Grosso merdo, il se refait une santé, il refait un gommage. Un mois avant l'Indy 500. Et le manufacturier, donc celui qui va fournir les pneus à l'Indy 500, c'est Firestone, qui dit que clairement, à cause du resurfaçage, les pneus ont pris très cher. Ce qui donne un léger aperçu de ce qui va se passer un mois plus tard avec le Grand Prix de Formule 1. Alors le Grand Prix de Formule 1 ne se passe pas sur l'ovale comme l'Indy 500. Il y a une partie routier. Mais ils vont quand même emprunter le banking. Le banking, c'est la partie du circuit où elle est un peu penchée, elle est un peu comme ça, quoi, elle est un peu de côté. Le Grand Prix arrive, nous sommes au United States of America, tout est bon, le Big Burger, tout est gros, comme moi. Juste avant que la Toyota de Ralph Schumacher aille se fracasser contre le mur après l'explosion de son pneu Michelin. Non, mais c'est pas grave, ça peut arriver un pneu qui éclate. Demandez à Hamilton en 2020, il a réussi à gagner. Donc finalement, c'est pas si grave. Sauf qu'après ce choc, les médecins vont dire à Ralph, bon, t'as voyagé, t'as pris 8 heures de vol, on t'arrête. On arrête là, on se calme. On le remplace alors par le 3e pilote, Riccardo Zonta. Il est hyper content de piloter une Formule 1 en Grand Prix, c'est pas le problème, il est hyper content juste avant que son pneu explose. Bon, ça fait quand même un peu beaucoup, mais finalement ce n'est pas si grave. Peut-être que le problème vient seulement des Toyota. Donc Michelin, avec quand même la petite goutte de sueur sur le front, va décider d'aller inspecter, d'aller vérifier les autres pneus Michelin des autres écuries. Et là, c'est la douche froide. Ils vont voir d'immenses craquelures sur le pneu. À ce moment-là, la goutte de sueur, c'est même plus une goutte, c'est une piscine. Pour éviter un carnage comme un breakfast, les 14 voitures équipées de pneus Michelin vont rentrer au stand dès le tour de formation. Il n'y aura seulement que 6 voitures qui vont prendre le départ équipées de pneus Bridgestone. Mais alors, comment Michelin séchait dans les pneus? Déjà, d'un point de vue structurel, les Bridgestone ont la réputation d'être plus durs que les Michelin. Mais surtout, c'est que Bridgestone a un allié, Firestone, le mec qui un mois avant a fait les pneus pour l'Indy 500. Et devinez quoi? Firestone est une filiale de Bridgestone. Oh mince, c'est vraiment pas de chance. Et du coup, ça a permis à Bridgestone de mieux se préparer à l'enfer qui attendait les pneumatiques. Devant le public français à Manicourt, Renault se rattrape de la meilleure des manières. Alonso décroche la pole position et va surclasser le Grand Prix. Les autres étaient là, lui il était là où il était vraiment à des années-lumière. Il réalise littéralement un carton plein. Pole, meilleur tour, victoire, bref, il a surclassé absolument tout le monde. C'est la 5e victoire d'Alonso en 2005, mais surtout la plus importante à domicile pour une écurie tricolore. Le contrat est rempli. Et surtout ne pas reproduire l'humiliation de 2004 où Ferrari a gagné avec une meilleure stratégie. En Allemagne, la France, avec Renault, va apporter la démocratie avec un peu de chance. Kimi Raikkonen est le leader incontesté, mais il est trahi par sa mécanique où sa suspension a décidé de craquer et de prendre des vacances. Une aubaine pour Fernando Alonso qui récupère la tête de course et va aller s'imposer en Allemagne. L'arrivée du Grand Prix du Brésil a donné lieu à une scène forte en émotion. Sitôt la ligne franchie à la 3e place, Fernando Alonso est champion du monde de Formule 1. Mais il n'est pas seulement champion du monde de Formule 1, c'est aussi le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1. Il est peut-être champion du monde, mais il reste 2 courses avec une machine de guerre, et puis surtout, il faut aller conquérir le titre constructeur. Le Grand Prix du Japon 2005 a offert 2 moments d'anthologie. D'une part, le magnifique dépassement d'Alonso sur Schumacher au 130R, à l'extérieur d'un septuple champion du monde. Ouais, pas mal. Oui, encore une fois, on peut le dire, et je suis dégueulasse encore une fois, mais ces parties sont immenses. Et en plus, je suis allé
allez vérifier. Quoi? J'ai rien dit. D'autre part, le dernier tour a vu Kimi Raikkonen passer Fisichella à l'aspiration pour s'imposer. Pour Renault, l'essentiel est quand même sauvé. Malgré la victoire échappée, il garde de l'avance au championnat constructeur. Le dernier Grand Prix de la saison en Chine est synonyme de délivrance de la part de Renault. Et en plus après, la radio va s'enflammer en disant We are the champion, we are the champion. Renault a détrôné Ferrari et a inscrit son nom au sommet de la Formule 1. Et si maintenant nous allons regarder ce monstre d'un peu plus près, parce qu'il est beau ce monstre, il est beau. Il fait mal, mais il est beau. C'est un peu bizarre cette phrase quand même. Renault va adapter une configuration de suspension un peu différente, notamment en V, dite Veckel, qui permet d'augmenter le gain aérodynamique de la voiture. Je vous rappelle que le but des Formule 1, c'est d'accrocher, de sucer, oui c'est pas beau, le sol. Elle permet aussi d'abaisser le point d'attache des suspensions pour avoir un meilleur écoulement de l'air. Pour s'adapter aux nouvelles réglementations mises en vigueur en 2005, réduisant l'appui aéro des voitures, les pontons ont été retravaillés, ce qui permet d'affiner la carrosserie de la R25, ce qui la rend aussi plus brutale. Vraiment, à l'intérieur, c'est hyper contracté, c'est vraiment hyper serré. Là où il y a une différence, on va dire entre guillemets visuelle, c'est sur la boîte de vitesse où elle a seulement 6 rapports comparé à la Ferrari qui a 7 rapports. En résumé, cette voiture est peut-être moins agressive que certaines, mais elle est vachement bien équilibrée sur le plan technique. Et une voiture bien équilibrée, c'est tout simplement un plaisir. Demandez à Alonso aujourd'hui en 2025 avec son Aston Martin qui n'est pas du tout équilibré, le pauvre il a littéralement envie de sauter. Cette voiture, peut-être que aérodynamiquement comparée à aujourd'hui, elle est un peu faible, je suis un peu d'accord, mais d'un point de vue sonorité, elle me fait peur. Quand tu l'entends, t'as peur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à la bonne franquette. Et puis nous on rendez-vous vendredi, la semaine prochaine, pour parler de Formule 1. Enfin bref, à la prochaine quoi. Et puis salut, puis salutations, et puis ciao, et puis les maracas, et puis